1er décembre, c'est le concert en hommage à Scott Ross. On va être 4 clavecinistes, des gens qui ont tous côtoyé Scott Ross. Et on va jouer des concertos de Bach à 2 et à 4 clavecins. Scott Ross, il a eu une aura de star. Il était reconnu, il faisait la une des grandes revues musicales à l'époque régulièrement. Il y a un côté de son look qui choquait une partie du milieu musical, mais qui a fait un bien immense à cette époque-là. C'était très, très rafraîchissant de voir cette barbe, ces petites lunettes rondes à la John Lennon quand il était tout jeune, puis ensuite ses looks un peu cuir perfecto pour jouer du clavecin à des festivals de musique classique un peu guindée. Il y a un parcours complètement atypique. Donc, il se retrouve orphelin très jeune, sous, je dirais, l'aile protectrice d'un grand claveciniste canadien, Kenneth Gilbert, qui, à ce moment-là, était installé en Europe et qui l'encourage parce qu'il se rend compte qu'il a là un talent hors du commun. Puis c'est lui qui va l'aiguiller vers l'Université Laval à Québec, alors qu'il a à peine le début de la vingtaine. Je savais qu'il y avait un grand maître qui enseignait à Québec. J'ai trouvé quelqu'un, finalement, d'à la fois bourru et très sympathique, qui était content d'avoir une élève toute jeune, parce qu'à l'époque, les gens commençaient à être clavecin plus âgés. Lui, il pouvait entrer dans le local complètement défraîchi parce qu'il s'était couché à 2 h du matin. Il s'allumait une gauloise, pas de filtre. Oui, on fumait dans le local à 9 h le matin, comme ça. Moi, j'avais 18 ans, puis j'étais pas terrorisée, mais je me disais... OK, là, il va falloir que moi, j'intéresse mon professeur, que je le convainque que ça vaut la peine de me donner une bonne leçon. Mais je veux dire, donner une leçon vivante, intéressante, il fallait que j'aille, moi, le stimuler. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Regarde cet accord. Il est célèbre pour avoir gagné un grand concours international nu-pied. Et en même temps, ce côté relax, c'était un peu une image trompeuse parce que c'était un être d'une rigueur incroyable avec la musique. Et c'est ça que j'admirais tellement chez lui. C'était une espèce de naturel qui venait d'une compréhension extrêmement exigeante et précise de ce que le compositeur voulait. Il prétendait un peu que lui, quand même, avait l'approche la plus honnête, parce que lui s'appuyait sur des traités anciens, sur une lecture de tout le répertoire. Il y avait tellement de facilité qu'il parcourait tout le répertoire. Il ne jouait pas une ou deux toccata de Frescobaldi. Il les jouait toutes. Il ne jouait pas une dizaine de sonates de Scarlatti. Il est le seul à avoir enregistré les 555 sonates de Scarlatti. Il y avait une telle facilité, une telle boulimie de contact avec la musique que oui, il y avait une rigueur qui venait avec ça et une espèce d'autorité. Alors, s'il se permettait de dire du mal de Glenn Gould, c'est vraiment parce que lui avait l'impression qu'après avoir étudié Bach de fond en comble, il avait compris les intentions de Bach et que son premier devoir, c'était de respecter les intentions de Bach et l'instrument qui était le clavecin. Quand j'entends des énergumènes comme Glenn Gould, moi je dis qu'il n'a rien compris à la musique de Bach. La dernière fois que j'ai vu Scott, c'était peut-être 1 an avant sa mort. Il nous a pas caché qu'il était malade puis que peut-être qu'on ne se reverrait pas, mais il était très posé. Il n'y avait pas du tout de, je dirais, de pathos dans sa façon de parler. C'était quelqu'un qui était d'une grande pudeur. Et on n'avait pas cherché non plus à dire « ben voyons, tu vas t'en sortir » parce qu'on savait de quelle maladie il s'agissait. Mais ça avait été extrêmement touchant et très pudique en même temps. Ici Québec. Des ailes pour la culture.